Alors plus de 3 ans après le dernier épisode, on s'attaque maintenant à un nouvel épisode sur cette série d'introduction à l'apprentissage par renforcement. Donc je le rappelle, je resitue vite fait, on est dans la deuxième partie de ce cours qui traite les algorithmes de modèles free, c'est-à-dire qui n'ont plus de modèle de l'environnement et qui apprennent des récompenses qu'ils reçoivent en interagissant avec l'environnement. Donc dans cette vidéo, on va voir les algorithmes de TD0 et de SARSA. Alors, ce qui a été vu dans la dernière vidéo, c'était l'algorithme de Monte Carlo qui sample le return sous cette forme-là. Donc, ce qu'il faisait, c'était pour estimer la value function en un state S. À chaque fois qu'il rencontrait ce state S, il l'échantillonnait, c'est-à-dire qu'il gardait en mémoire ce nombre-là qu'il a eu après la rencontre avec ce state S. Donc, c'est-à-dire en fait la somme des rewards jusqu'à la fin de l'épisode grand T. Et ensuite, donc il faisait ça à chaque fois qu'il rencontrait l'état S. Et ensuite, donc pour obtenir la value fonction de cet état, il faisait la moyenne de tous ces échantillons. Et donc ça, évidemment, on peut le faire également à chaque fois qu'on rencontre un couple SA pour avoir cette fois-ci une approximation de la value fonction Q pour un couple SA. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on échantillonnait donc cette définition-là du return, qui est donc la définition avec une remise, donc le facteur de remise gamma. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut utiliser une autre définition de ce retour c'est-à-dire que là, pour Monte Carlo, on a utilisé la définition basique, c'est-à-dire la somme des rewards jusqu'à la fin de l'épisode, mais on va voir qu'on va pouvoir utiliser une autre définition de GT. Et ça justement, c'est ce qu'on va faire tout de suite. En fait, on sait que donc la value fonction VP en un state S, elle est égale donc à l'espérance du retour, sachant que S égale S, donc ça c'est la définition de base. Et on avait vu que en fait GT, on pouvait l'exprimer comme le reward RT plus 1 plus gamma du return à T plus 1. Et en fait ça c'est intéressant vu qu'on va pouvoir casser cette espérance et dire qu'en fait ça c'est égal à l'espérance donc du return plus gamma de la value fonction au state d'après qu'on a eu en fait, le state ST plus 1. Et donc ça justement, ça va être la nouvelle utilisation de GT, la nouvelle définition qu'on va prendre pour approximer VP de S. On va calculer la moyenne des returns, donc comme on le faisait avec Monte Carlo, mais cette fois avec une autre définition de GT, avec la définition qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'on va échantillonner donc les returns comme étant donc égaux à donc le reward RT plus 1 plus gamma fois la value fonction du state ST plus 1. Et donc tout ça obtenu à partir du state S. Et donc on va obtenir donc V de S qui va être la moyenne de ces returns. Et donc, on va avoir donc l'algorithme de TD0, donc prédiction, pour faire la tâche de prédiction, c'est-à-dire calculer la value fonction de tous les états. Et donc cet algorithme, il va avoir la règle de mise à jour qui est la suivante. Donc ça, c'est l'expression de la moyenne incrémentale. Donc là, jusque-là, il n'y a rien qui change par rapport à Monte Carlo, sauf que, évidemment, on va venir remplacer le return par cette nouvelle définition du return, donc qui est le reward plus gamma fois la value fonction au state d'après. Alors, un autre changement par rapport à Monte Carlo, c'est que on va changer en fait ce nombre-là. Ce nombre, donc 1 sur n de st, donc n de st c'est le nombre de fois qu'on a visité l'état st. Ce nombre, il est utile pour mettre à jour, pour avoir en fait une moyenne incrémentale. Donc c'est une vraie moyenne. Mais nous, on va le changer pour avoir en fait pour pouvoir contrôler la force d'une mise à jour donnée. Plus ce nombre va être grand, en fait, plus on va vouloir rapprocher notre nouvelle valeur de cette valeur-là. Et plus ce nombre va être petit, eh bien, moins on va la rapprocher de cette valeur-là, plus elle va être proche de l'ancienne valeur. Hein, si on prend les extrêmes, si ça on le met à égal à 0, eh bien, on n'aura aucun changement. Et au contraire, plus ça on va l'augmenter, plus le nouveau nombre va être proche de celui-ci. Donc justement, on va introduire un hyperparamètre, donc alpha, qu'on appelle la step size, qui va contrôler en fait l'ampleur de nos mises à jour. Est-ce qu'on veut avoir des mises à jour abruptes ou au contraire des mises à jour douces? Et donc on va nommer certaines des quantités qu'on a ici. Cette quantité-là, on va la nommer la TD target. Et puis cette différence-là, on va la nommer la TD error. Alors pourquoi TD? Mais en fait, ça vient de temporal difference. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une différence temporelle? Parce qu'en fait, il s'agit ici de l'estimation de notre valeur de fonction, de notre valeur d'état si on se plaçait au pas de temps t plus 1, alors qu'ici c'est l'estimation si on se place au pas de temps t. Donc justement, d'où l'idée d'avoir une TD error, donc une erreur de différence temporelle, et ici c'est justement notre target. Alors justement, examinons un petit peu plus cette règle de mise à jour. Donc ici, voici la TD error avec donc le return GT qui est en rouge. Si jamais on a GT moins V de ST qui est plus grand que 0, donc si la TD error est plus grande que 0, on va ajouter quelque chose à V de ST, puisque ce nombre-là va être positif, ce nombre-ci. Donc au final, V de ST va devenir plus grand.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que V de ST va être rapproché de GT. Parce que dans ce cas-là, on avait V de ST qui était plus petit que GT, et là V de ST va être augmenté, donc il va être bien rapproché de GT. Et au contraire, si jamais la TD error est négative, on va soustraire quelque chose à V de ST, puisque ce terme-là va être négatif, et donc V de ST va être rapproché de GT. Et l'ampleur avec laquelle il va être rapproché, et bien justement, comme on en parlait tout à l'heure, ça va être contrôlé par la step size. Alors voici le backup diagramme de l'algorithme de TD0 prédiction, donc la mise à jour ici, et puis le diagramme ici. Alors on part de ST, et puis en fait on va se servir seulement de l'action qu'on prend au pas de temps t, et puis de l'état au pas de temps t plus 1, pour pouvoir mettre à jour notre état à ST. Et donc ça en fait c'est très similaire aux algorithmes qu'on avait vus lors de la première partie du reinforcement learning, les algorithmes qui se basaient sur un modèle, puisque si on se rappelle bien, donc voici la règle de mise à jour, qu'on avait, et on voit que en fait, l'algorithme de mise à jour est assez similaire, sauf que évidemment on n'échantillonne pas, on prend les vraies probabilités de l'environnement, mais sinon on voit que le backup diagramme est très similaire. On part d'un état S, on regarde les actions d'après, et on regarde ensuite juste les états d'après, et ensuite tout ça on s'en sert pour pour mettre à jour notre value de fonction de l'état S. Donc en fait finalement on voit que on fait la même chose entre les deux. Et cette même chose, en fait, ça s'appelle le bootstrapping. C'est-à-dire qu'au lieu d'échantillonner jusqu'à la fin de l'environnement, comme on le faisait avec Monte Carlo, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va bootstrap, c'est-à-dire on va se servir de notre propre estimation de la value fonction de l'état ST plus 1 pour pouvoir s'arrêter et directement mettre à jour ST. Comme ici, on s'arrêtait et on mettait à jour ST, enfin S, au lieu de continuer l'interaction dans l'environnement. Alors voici le pseudocode pour l'algorithme de TD0 prédiction. On prend en entrée donc une policy Pi, la policy dont on va vouloir évaluer. On va initialiser donc notre tableau de value fonction, donc V de S qui est égal à 0 pour chaque état S. Donc notre but évidemment, ça va être de remplir ce tableau pour tous les états S. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter tant que V ne change presque plus, ça c'est assez similaire à avant. On va répéter en fait quoi? On va répéter notre interaction avec l'environnement. Donc on va prendre S qui est notre état de départ, on va sample une action avec la policy Pi, et ensuite, donc pour chaque épisode, c'est-à-dire pour chaque time step dans l'épisode, on va donc obtenir un reward et le state donc suivant en exécutant l'action A dans l'environnement. On va prendre une action A', et ensuite on va faire cette mise à jour là, donc la mise à jour qu'on a vue donc, de TD0 prédiction, avec ici donc la TD error, et cette mise à jour, donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, on fait V de S qui est égal à V de S plus alpha, la step size, fois donc R, plus gamma de V S' moins V de S, avec S' qui est bien l'état qu'on a obtenu après l'état S. Et ensuite, donc pour ça, on prépare la time step d'après suivante, on met S' dans S et A' dans A pour bien préparer la time step d'après. Et ensuite, donc une fois qu'on a terminé l'algorithme, une fois que V ne change presque plus, on pourra donc retourner grand V qui sera une approximation de VP. Alors la différence majeure avec l'algorithme de Monte Carlo, c'est que là on fait des updates qui sont en ligne. On parle aussi donc d'updates online. En fait on n'a plus besoin d'attendre la fin d'épisode pour mettre à jour V2S. Pourquoi? Parce qu'avec Monte Carlo, on utilisait donc la définition du return qui allait jusqu'au bout de l'épisode, donc on ne pouvait pas évidemment mettre à jour V2S puisqu'on n'avait pas l'information complète pour mettre à jour V2S. Alors que là maintenant, on n'a plus qu'à attendre une step pour pouvoir mettre à jour V2S. Et donc ça permet de faire des mises à jour en boucle pendant qu'on interagit avec l'environnement. Et ça, c'est un gain de temps puisqu'on peut apprendre tant qu'on est en train d'interagir avec l'environnement. Également, un point qui est important à noter, c'est qu'ici on peut donc appliquer TD0 sur des environnements qui ne se finissent pas forcément, alors qu'avec Monte Carlo, finalement on devait avoir un environnement qui se terminait pour avoir une time step finale et pour avoir en fait un échantillon de GT qui était correct. Et également, ce qui est intéressant avec cet algorithme, c'est qu'on a une convergence qui est garantie si alpha est réduit au fur et à mesure. Alors il est réduit d'une certaine façon, en fait il faut que la somme de alpha elle diverge, mais il faut que la somme des alpha carrés, elle converge. Voilà, donc ça c'est les critères théoriques pour avoir une bonne convergence de cet algorithme, mais en pratique, cet algorithme donc, est très performant, on n'a pas vraiment besoin de se soucier sur alpha tant qu'on le décroît dans le temps. Alors voici un exemple, donc toujours sur le fameux grid world, le grid world linéaire, donc voici un exemple de TD0 prédiction. Donc là on voit en direct l'algorithme qui met à jour
les différentes valeurs des états. Là on voit bien qu'il l'échantillonne, puisqu'évidemment il n'a pas accès au modèle de l'environnement. Donc je vous envoie aux épisodes précédents pour avoir la définition plus formelle de cet environnement. Alors on va maintenant passer à l'algorithme de TD0 contrôle. Donc c'est exactement le même principe que TD0 prédiction, sauf que là, eh bien, on va faire la tâche de contrôle, c'est-à-dire faire ce qu'on a fait mais sur les couples SA. Et en fait, TD0 contrôle, on l'appelle SARSA plus communément. Donc je le rappelle, pour respecter la notion d'improvement, il fallait avoir donc une nouvelle policy, donc P de S, qui eh bien maximisait en fait, qui prenait les actions qui maximisaient Q de SA. Donc ça permettait d'avoir une policy P qui était meilleure que celle dont était issu grand Q. Et donc, eh bien, on va vouloir approximer dans un premier temps le grand Q, donc la value fonction Q d'une policy donnée. Et donc pour ça, on va utiliser donc cette expression-là, donc l'espérance de GT pour chaque couple SA, comme je l'ai dit. Et évidemment, on va prendre la version avec le backup, avec le bootstrap, en calculant donc le return comme étant égal donc au reward à rt plus 1 plus gamma fois la value fonction Q au couple SA obtenu après, donc st plus 1 at plus 1. Donc on va faire exactement comme avant, on va calculer la moyenne des returns obtenus à partir de SA, et ça va nous donner donc cette expression là. En fait c'est exactement comme avant, sauf qu'on remplace V par Q, et évidemment on va faire cette mise à jour là à chaque fois qu'on visite le couple état action st at. Donc voici par quoi on va remplacer le return par donc le reward rt plus 1 plus gamma fois donc q de st plus 1 at plus 1. Et le nom SARSA vient du fait que dans cette mise à jour, on peut lire les lettres SA, R, SA. Alors comme on l'a vu, le problème avec les algorithmes qui sont en modèle free, c'est qu'ils doivent forcément explorer pour pouvoir en fait obtenir les informations sur les récompenses de l'environnement. Et pour ça, il faut qu'il y ait une policy qui ne mette pas à zéro directement certaines actions. Sinon après, l'algorithme ne pourra plus jamais explorer certains couples SA. Et donc pour ça, on a vu que notamment, on pouvait utiliser une méthode assez facile, qui est la méthode epsilon greedy, donc qui affecte donc certaines probabilités à une policy. Donc je le rappelle, elle affecte une probabilité donc epsilon d'explorer et une probabilité 1 moins epsilon d'exploiter, c'est-à-dire de prendre la meilleure action. Donc finalement, si A n'est pas la meilleure action, on va avoir une probabilité epsilon sur grand A, enfin sur le nombre d'actions. Donc ça c'est pour toutes les actions qui ne sont pas optimales. Et au contraire, pour l'action optimale, on va avoir une probabilité 1 moins epsilon plus epsilon sur A, ça c'est pour avoir une probabilité qui se somme à 1. Mais voilà, donc là on est obligé d'utiliser epsilon greedy pour être sûr d'explorer dans l'environnement. Et donc voici le pseudocode de SARSA. On va donc initialiser Q0, enfin Q qui est égal à 0 pour chaque S et pour chaque A, et on va prendre donc pi de AS qui va être arbitraire, sachant qu'il faut quand même que chaque action ait une probabilité strictement positive d'être prise. On va donc répéter ça jusqu'à ce que Q ne change plus, et une fois que Q ne changera plus, on saura que grand Q ce sera en fait Q étoile, et pi on aura une approximation de pi étoile. Donc qu'est-ce qu'on va répéter ? On va répéter en fait une interaction avec l'environnement. À chaque fois, on va prendre un état de départ, on va prendre une action, et pour chaque pas de temps dans l'environnement, ça va être comme la dernière fois, on va prendre une récompense ES' après avoir exécuté A dans l'environnement. On va prendre notre action A' à partir de la policy Pi, et on va mettre à jour notre couple, enfin notre value fonction pour le couple SA, avec donc la mise à jour qu'on vient de voir, et puis on va juste ensuite mettre à jour notre policy avec donc la méthode donc de epsilon greedy. Donc finalement là on retrouve les deux tâches de prédiction ici pour mettre à jour et pour avoir une bonne connaissance de notre policy avec donc Q. Donc ça c'est la tâche de prédiction, et la tâche de contrôle c'est celle de mettre à jour notre politique. Et donc finalement on retrouve l'interaction entre l'évaluation et l'improvement qu'on a vu dans la première partie de ce cours. Donc l'évaluation c'est le calcul de V, enfin de Q dans ce cas, et l'improvement c'est à partir de Q en déduire une policy qui est meilleure. Et donc cette interaction là entre l'évaluation, l'improvement, etc., on a vu que ça pouvait faire, ça allait converger vers à la fois la policy optimale et à la fois la value fonction optimale, donc V étoile, ou plus précisément dans notre cas Q étoile. Alors tout comme TD0 prédiction, on a ici des updates qui sont en ligne. Également on peut appliquer donc cet algorithme sur des environnements qui ne se terminent pas, donc ça c'est très intéressant. Et comme tout à l'heure, on a une convergence garantie si alpha
est réduit au fur et à mesure, et également si epsilon est réduit au fur et à mesure, parce que si on reste avec une policy qui est naïve, qui explore une bonne partie du temps, forcément on n'aura pas une policy qui sera optimale. Alors voici une comparaison entre Sarsa et MC. Donc là, dans les deux cas, c'est pour la tâche de contrôle, c'est-à-dire on essaie de prédire la valeur de Q. Donc voici donc tout d'abord les deux mises à jour, avec ici donc la définition du return qui se base sur un bootstrap, avec l'utilisation de la même value function pour le couple obtenu après, alors qu'ici avec donc Monte Carlo, on utilise tous les rewards obtenus par la suite. Donc voici les deux backup diagrammes de ces deux algorithmes, on les a vus tout à l'heure. Ici, en fait, on s'arrête seulement à AT+1, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le couple SA après en fait, notre couple STAT, c'est-à-dire ce couple-là, on peut s'arrêter. Alors que pour Monte Carlo, on est obligé de continuer l'interaction jusqu'à la fin de l'environnement pour mettre à jour notre value function du couple ST-AT. Donc pour Sarsa, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on échantillonne un reward, donc on fait du sample, et puis on bootstrap avec l'utilisation de grand Q, d'où le bootstrap. Alors que pour Monte Carlo, on ne fait que sample, c'est-à-dire on fait que échantillonner les récompenses jusqu'à la fin de l'environnement. Et donc là, ça nous donne des updates qui sont en ligne, alors que là, ça nous donne des updates qui sont offline, c'est-à-dire une fois que l'environnement est terminé. Et en fait, l'algorithme de Sarsa, il va avoir ce qu'on appelle un biais qui est élevé, mais une variance qui est faible, alors que l'algorithme de Monte Carlo, il va avoir un biais qui est faible et une variance qui est élevée. En fait, quand on dit que Monte Carlo a de la variance, ça veut dire que pour une visite du couple SA donné, ce nombre-là, il va changer énormément de fois entre chaque visite de SA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des rewards, on a énormément de variables aléatoires qui composent cet échantillon-là. Donc il y a énormément de chances que beaucoup de ces variables aléatoires changent entre deux visites de SA, et donc il est très probable que cette grosse variable aléatoire-là soit très différente à chaque fois qu'on l'échantillonne. Donc ça, on parle de variance élevée. Alors qu'au contraire, pour Sarsa, on ne fait qu'échantillonner une seule variable aléatoire. Donc là, on va avoir une variance qui va être faible, puisque pour une variable aléatoire, si on l'échantillonne beaucoup de fois, il y a moins de chances qu'à chaque fois qu'on l'échantillonne, elle donne un résultat qui soit très différent. Alors que là, on en a beaucoup, donc il y a vraiment des chances que le résultat soit très différent. Et alors le biais, qu'est-ce que c'est ? Le biais, en fait, ça va être témoin d'une erreur, d'une erreur constante dans notre modèle. Et en fait, cette erreur dans Sarsa, elle vient du fait qu'on utilise notre propre estimateur pour mettre à jour notre estimateur. Et le problème, c'est que si notre estimateur il est faux, en fait, l'échantillon entier sera faux. Il y aura une erreur qui sera constante. Et donc ça, on parle de biais. Alors que pour Monte Carlo, il n'y a en fait aucun biais, puisqu'on n'utilise pas du tout notre propre estimateur, pour mettre à jour notre estimateur. Donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Alors voici un diagramme pour illustrer de façon un peu plus concrète cette histoire de variance et de biais. On parle de bias en anglais. Chaque point sur ce schéma décrit en fait le tirage d'un échantillon, d'une variable aléatoire. Et donc la cible, en fait, c'est la valeur, la véritable valeur de l'échantillon. C'est-à-dire, en fait, l'espérance. Donc on voit que dans le régime où on a peu de biais et peu de variance, tous les échantillons sont proches de la vraie valeur. Dans le régime où on a peu de biais et une grande variance, donc ça c'est le cas de Monte Carlo, en fait on va les échantillons qui sont en moyenne sur la bonne valeur, mais ils sont très dispersés. Donc c'est ce qu'on retrouvait avec donc les échantillons du return de Monte Carlo qui s'est basé sur beaucoup de variables aléatoires différentes. Dans le régime où on a beaucoup de biais et peu de variance, donc là c'est le régime qu'on a avec Sarsa. Dans ce régime-là, en fait, on a donc peu de variance, donc les points sont assez rapprochés. Chaque échantillon nous donne une valeur qui est proche, qui est presque la même, mais on a, comme je le disais, une erreur qui est constante due à l'utilisation, dans le cadre de Sarsa, l'utilisation de notre propre estimateur qui peut être biaisé, c'est-à-dire faux. Et puis, il y a le pire régime, c'est-à-dire le régime où on a du biais et de la variance. Donc là, les points sont à la fois dispersés et en plus, ils ont comme moyenne une moyenne qui est fausse. Ils n'ont pas la bonne valeur en moyenne. Donc pour conclure, on a vu les algorithmes de TD0 et de Sarsa, donc TD0 pour la prédiction et Sarsa pour le contrôle, qui en fait utilisaient tout simplement une autre définition du return à la place donc, de celui de Monte Carlo. Ils utilisaient un return différent qui se basait sur le reward obtenu à la timestep t+1 plus l'estimateur de l'état ou bien de l'état action qu'on obtenait après. Donc ça, on en faisait la moyenne pour avoir donc la value function. On a également vu, encore une fois, la stratégie Epsilon Greedy comme solution au problème du dilemme exploitation-exploration.
Et on a également vu donc la nouveauté qu'induisait donc le changement de définition du return, le fameux bootstrap, comme on l'a vu, à la manière des algorithmes donc de model-based, comme on l'a vu donc sur le backup diagramme. Alors les avantages de cet algorithme, eh bien, on l'a vu, c'est qu'il y a moins de variance, mais malheureusement plus de biais. Et puis on peut faire des updates online sur des environnements qui peuvent durer jusqu'à la fin des temps, qui n'ont pas forcément de time step final.